Actuellement, on a donc un rejet assez significatif quand même sur les 108 000 dollars et sur ce nouvel ATH. Vous voyez que la bougie, elle est quand même assez puissante. Derrière, on arrive malgré tout à faire un rebond, mais on ne va pas plus loin que l'ATH et on est actuellement en train de retracer. Donc le gros niveau, évidemment, c'est toujours le même, hein, c'est le niveau des 100K. C'est aujourd'hui le milieu du range. C'est ce niveau qu'on ne voudrait pas voir franchir à la baisse, puisque franchir ce niveau à la baisse signifierait une polarité négative du Bitcoin au sein de ce développement latéral, qui pourrait nous conduire à revisiter des niveaux un petit peu plus bas, voire à finalement venir casser ce range pour aller rechercher autour des 82 000, les 80 000. Bref, il y a beaucoup de targets sous les pieds qu'on peut envisager, en particulier quand on a des mouvements comme ça qui étaient très impulsifs et qui montrent de la faiblesse en termes d'échange. Donc, on est capable de rentrer dans ces bougies et de les traverser finalement relativement vite pour aller rechercher des niveaux qui sont en dessous. Alors, les niveaux en dessous, ceux qui sont les plus évidents, sont souvent les moyennes mobiles hebdomadaires. Donc, on a la 20 qui est à 83 000 dollars et la 50 qui est autour des 72 000 dollars. Voilà, ce seraient les niveaux les plus évidents en cas de repli, sachant qu'on en avait parlé la semaine dernière. On a autour de ces zones-là, on a les supports on-chain qui attendent les prix et qui pourraient mettre de la pression sur les détenteurs et éventuellement amener à une capitalisation qui pourrait effectivement nous permettre de franchir cette zone-là assez rapidement pour aller chercher les 71 000 dollars. Toujours est-il que pour l'instant, ce n'est pas le scénario le plus évident, hein. Quand on est en range, en général, on favorise la tenue du range. Ouais, je voulais juste rajouter par rapport au marché depuis le point bas, donc depuis novembre 2022, on fait à chaque fois des taux de retracement entre 20 et 25%. Et là, on n'a fait entre guillemets, que 17% de retracement. Donc, on pourrait très bien aller chercher les 83 000, marquer ce retracement qui rentre dans les ordres de grandeur qu'on a eu depuis plus de 2 ans maintenant. Le truc qui est assez positif avec tout ça, c'est qu'il y a quand même eu, lundi, on a bien senti de la déception par rapport au fait qu'il n'y ait eu aucune annonce sur les cryptos. Mais en soi, le marché a quand même réussi à tenir le range. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle. C'est que finalement, malgré la déception, le marché reste résilient. Et ça, c'est quand même plutôt positif. Donc, à voir si effectivement les fameuses news attendues finissent par sortir. Et auquel cas, ça pourrait catalyser les prix vers le nord. Et en tout cas, pas de sell the news. Un marché qui est résilient malgré la déception. On observe, on attend, on va voir ce qui se passe, quoi. Ouais, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu quand même un flash crash en dessous des 100K, il me semble, au moment de l'investiture, quand dans son discours, il n'a pas parlé de Bitcoin, mais on est remonté aussi vite, hein. Les statistiques sont favorables à ce qu'on tienne ce range, pour l'instant en tout cas. Et le fait de tenir le range, ça implique, comme disait Marius, qu'on a des liquidités qui s'accumulent, que ce soit en haut ou en bas. Donc pour l'instant, on est dans le range, on a les 100K. Tant qu'on tient les 100K, c'est bon signe pour repartir vers les 108. Au contraire, si on vient à franchir et à s'installer en dessous, on rentre en polarité positive et on peut aller revisiter les plus bas. Voilà, globalement, on en était là. Après, j'avais tracé un petit peu le court terme sur le BTC. Je ne sais pas si je rentre dans les détails ou non. Je peux le faire peut-être rapidement, montrer un petit peu où on en était. Hop, je raffiche tout ça, tac, tac, tac. Voilà, je crois que c'était par là. Et globalement, actuellement, on est sur le 0,786 de cette dernière jambe haussière. Donc là, on est sur un niveau qui est globalement relativement intéressant pour déjà travailler au moins un rebond vers les 104. Le cas échéant, c'est clair que si on ne tient pas ces 0,786 et qu'on n'amorce pas de rebond, on peut aller encore beaucoup plus bas, retester les 100K, voire faire une déviation en dessous. Donc toute la question qui se pose actuellement, c'est est-ce que ces 0,786 vont effectivement nous permettre de déclencher un rebond? Et honnêtement, c'est probable. C'est un schéma qui se produit assez régulièrement sur BTC. Une fois que ce rebond est validé, est-ce qu'éventuellement, on vient faire un nouveau plus haut pour essayer d'aller casser les 108, ou au contraire, on fait un plus bas et on se met dans une position où on va aller chercher un creux inférieur au précédent pour continuer ce qui pourrait être une tendance baissière en courte unité de temps. Donc voilà, toute la question aujourd'hui, elle porte là-dessus. C'est est-ce qu'on vient de marquer un plus bas actuellement sur les 0,786 et on enclenche un rebond? Ou au contraire, est-ce qu'on va creuser un peu plus
et éventuellement engager une tendance baissière qui pourrait mettre la pression sur le support des 100 000 $. On est quand même dans l'attente des nouvelles. On n'a pas de sales news pour l'arrivée de Donald Trump. Et aujourd'hui, c'est plus la déception qui nous fait latéraliser. Et donc, j'ai beaucoup cru aux sales news pendant longtemps. Aujourd'hui, j'y crois un petit peu moins. Maintenant, est-ce qu'on va avoir une explosion complètement folle? Bah, écoute, ça reste à voir. Ça reste à voir. Mais effectivement, s'il y a réserve stratégique, il est clair que, on en a déjà parlé assez régulièrement, et ça risque de déclencher quelque chose d'assez important au niveau international. Je voulais juste répondre à la question par rapport au taux directeur. Donc, pour la réunion du 29, on est à 100% en termes de projection pour le fait qu'il n'y ait pas d'augmentation. Et aujourd'hui, la première augmentation qu'on anticipe, elle serait autour du mois de juin. Et pour une seule augmentation dans l'année. Mais bon, ça peut évidemment évoluer en fonction des résultats de l'inflation. Et tout à l'heure, on avait une remarque dans le chat qui disait que sur Trouflation, on a déjà une baisse de l'inflation. Et effectivement, j'ai vérifié. Sur Trouflation, on a une chute même de l'inflation. Donc, aujourd'hui, je pense que les motivations lors de la dernière réunion par rapport au fait de mettre un frein sur les baisses de taux, c'était lié non seulement à l'inflation, mais aux politiques de Trump qui pourraient être inflationnistes. Et je pense qu'ils ont eu peur de ça au niveau de la Fed. Donc, si l'inflation montre vraiment des bons signaux de ralentissement, on pourrait effectivement avoir plus de baisse de taux dans l'année que ce qui est pour l'instant anticipé. Ça serait vraiment un super signal pour tous les marchés à risque. Donc, on pourrait encore avoir une belle année 2025. La macro, on va dire, ne nous ralentirait pas, quoi. Et ça serait plutôt bon pour les cryptos. Non, moi, je voulais parler un petit peu des ETF aussi, mais des autres ETF cette fois-ci. C'était Bloomberg, les analyses de chez Bloomberg qui ne voient pas un ETF spot sur Solana avant 2026, d'après eux, pour plusieurs raisons. Parce que déjà, historiquement, ça prend beaucoup de temps à approuver. En moyenne, 250 jours, ils mettaient. Et donc, pour eux, ça arrivera pas cette année. Il y en a déjà qui ont été refusés dès le départ des demandes d'ETF sur Solana. Donc potentiellement, je pensais que je vous partageais l'article. Donc potentiellement, Solana, les ETF attendront un petit peu. Par contre, il y a d'autres ETF qui sont déposés, du XRP ou autres, qui pourraient arriver un peu plus récemment. Et récemment, on parlait même de Litecoin. On en parlait la semaine dernière, je crois. On se disait que Litecoin avait aussi... je crois que c'était pareil, Bloomberg, qui disait que le plus probable, c'était que ce soit un ETF Litecoin qui soit approuvé en premier. Ouais, il y aura 0 volume, mais pourquoi pas. Ouais, et puis là, et en dehors de Litecoin ou de Ripple XRP, Bitwise qui dépose aussi une petite demande pour un ETF sur Dogecoin. Petit à petit, les ETF sur Dogecoin quand même commencent à progresser. Mais bon, le pourcentage de chance est plutôt positif. Pour Ripple, là, le volume est déjà un peu plus intéressant. 87 000. Là, on tourne aux alentours des 60%. Et pour Solana? Et pour Solana, on est à pas beaucoup de volume, 44 000 de volume. Donc, en termes de fiabilité, je pense que ce n'est pas forcément le plus pertinent. Mais on est plutôt à 90% par contre. Donc pour revenir sur le Trump Coin, donc c'était ce week-end, Donald Trump, c'était quoi? C'était jeudi même, le 18 je crois, c'était jeudi. Et donc il a lancé son token, ensuite ils ont lancé un token au nom de sa femme, donc Melania. Ensuite il a fait des déclarations en disant que il savait pas vraiment ce qui se passait. Ah, vous voyez pas mon partage? Là tu partages plus. Ouais, ce qu'il a dit, c'est que il avait suivi ça de loin. Bon, en même temps, logique, c'est pas lui qui va s'occuper du lancement de son même coin. Après, est-ce qu'il suit vraiment ça de loin quand ça l'a enrichi de plusieurs milliards de dollars? J'en doute un peu. Je pense qu'il fait ça pour un peu se dédouaner, entre guillemets. Et c'est pas un hasard, je pense, s'il l'a lancé avant d'être président. Parce qu'il me semble que quand tu es président et que tu lances ce type de choses-là, c'est pas possible, a priori. Et c'est pour ça peut-être qu'ils se sont précipités aussi pour lancer le même coin de sa femme, quoi. Et donc... Mais comme dit Johan, là en commentaire, qu'il y a des potes qui lui ont dit ce qu'il fallait en acheter, et après ça, ils se sont redirigés vers Bitcoin, alors que tout le monde ne va pas faire ça. Mais quand on voit sur Cryptos le volume que ça a drainé, le nombre de personnes qui ont cherché à acheter de la crypto, on l'a vu sur les requêtes, acheter crypto, etc.
Est-ce que l'un Mais dans l'autre, ça va pas amener plus de personnes dans l'écosystème? Est-ce que c'est pas une bonne chose? Parce que on sait que parmi toutes les personnes qui arrivent, une partie vont rester et vont s'intéresser un peu plus loin. Mais là, Johan, il parle de ses potes, et donc parce que sûrement qu'ils ont dû discuter avec eux, sûrement que ça fait peut-être plusieurs années que Johan en parle, et donc ils connaissent un petit peu l'écosystème, et ils savent que il y a plein de projets différents, et ils savent qu'il y a Bitcoin qui est quand même un truc à part. Là où je veux, où je veux dire, c'est que en fait les médias, donc en gros l'information qui va être diffusée à la masse, qui eux ne comprennent pas la différence entre Bitcoin et autres crypto-monnaies, c'est que ça va servir de fourre-tout et de mélange, et ça va desservir aussi Bitcoin. Donc là, il y avait cette intervention sur BFM. Alors celle-là, c'était pas la pire, mais on en a eu d'autres, notamment sur Quotidien, si vous avez pu voir, où on a eu cette journaliste, je me souviens plus de son prénom, qui nous a fait tout un discours en mélangeant crypto bro, en disant que c'était des mascus qui font de la muscu tatoués et qui Elle a parlé d'Andrew Tate. elle a parlé d'Andrew Tate, voilà, elle a fait tout un mélange, parce qu'Andrew Tate aussi parle beaucoup de Bitcoin. Mais c'est pas parce que Andrew Tate parle de Bitcoin qu'on correspond tous à ce profil-là. Et on a aussi hier eu encore un journaliste de BFM qui est venu, donc qui se présente comme un spécialiste de la tech. Je ne sais plus c'est quoi son nom, mais qui en fait a parlé de Bitcoin et des crypto-monnaies de manière générale, avec plein d'inepties, avec plein de désinformations, avec plein lui, de c'était déjà le cas avant. C'était déjà le cas avant de Trump. C'est pas la première fois qu'il crache sur Bitcoin. C'est juste que ça leur donne du grain à moudre, quoi. Mais c'est ça, mais donc ce que je veux dire, mon point, c'est qu'avec le lancement de ces mêmes coins-là, on n'aurait sûrement pas eu ces interventions-là. Peut-être que cette personne-là n'aurait pas été invitée sur Quotidien. Et le résultat, c'est qu'on a un président des États-Unis qui adopte les crypto-monnaies de manière générale et qui fait un peu tout et n'importe quoi avec, qui lance un protocole, qui lance des mêmes coins. Et derrière, ça sert de prétexte à des médias traditionnels, au grand public, de faire une amalgame entre Bitcoin et tout le reste. Et on a des personnes comme ça qui se positionnent comme des spécialistes, comme des experts de leur domaine, et qui viennent dire que Bitcoin, par exemple, c'est une monnaie virtuelle. Voilà, le mot virtuel, déjà qu'on entend partout, c'est pas une monnaie virtuelle, mais numérique, parce que virtuel, c'est quelque chose qui n'existe pas. Le numérique, c'est quelque chose qui peut exister et qui est numérique. On entend dire que c'est une réserve de valeur et pas forcément une monnaie. Ce qui est encore une fois comme si une monnaie n'était pas une réserve de valeur. Enfin, une monnaie est censée être une réserve de valeur. Que le minage de Bitcoin est un gouffre énergétique, pour plein de raisons aussi, c'est faux. Que Bitcoin n'a pas de valeur intrinsèque, alors que la valeur intrinsèque n'existe pas non plus. Enfin, c'est un des poncifs qu'on entend. Je sens que tu en as gros sur la patate, là. Ouais, c'est un fourre-tout, et c'est ça, j'en ai gros. Et là, quand je vois ça, je me réveille ce matin et je vois le nouveau tweet de Cryptic sur l'émission d'hier. En fait, en 2 jours, Quotidien a fait 2 interventions sur les crypto-monnaies, et ils ont fait toute une amalgame. Et en fait, même je suis pas fan d'Ethereum, mais même pour les fans d'Ethereum, en fait, je serais très énervé, parce que à cause de ce même coin, maintenant, quand on va aller parler de Bitcoin, Ethereum ou du dernier protocole qui pour nous est intéressant, enfin que vous pouvez trouver intéressant, vous allez en parler, vous dire ah ouais, c'est le truc de Trump là, machin. Ce que pensaient les gens aujourd'hui n'est pas différent de ce qu'ils pensaient hier par rapport à ça. Au contraire, je veux dire, le fait d'éduquer les gens pour qu'ils comprennent mieux ce qu'est l'écosystème crypto, ce que peut être le Bitcoin, ce qu'il peut apporter à l'avenir, c'est un travail qu'on fait depuis des années. Mais je veux dire, aujourd'hui, il n'y a que les gens qui se sont éduqués dans les cryptos qui ont compris ça. Et la masse, de manière générale, qui regarde ces médias-là, elle n'a pas changé d'avis. Elle est toujours dans cette idée que c'est l'argent des terroristes, que c'est que de la spéculation, que ça consomme énormément d'énergie. La majorité des personnes, aujourd'hui, elles n'ont pas spécialement d'avis. Elles ne connaissent pas, et la majorité disent c'est quelque chose que je ne comprends pas, ça me dépasse. Mais là, avec des médias qui vont en parler de plus en plus, les gens vont se faire un avis, sauf qu'ils vont se faire un avis avec des personnes qui font de la désinformation, comme voilà les émissions de Quotidien. Et donc, ils vont se faire un avis, ils vont se forger un avis sur de la désinformation, sur des mauvaises informations, sur de la mauvaise foi. Et donc, ils vont se faire un avis. Et donc, la prochaine fois que tu vas venir vers eux, tu dis « Ah, Bitcoin, c'est trop bien parce que si, parce que ça ». Ils vont dire « Ah non, c'est le truc de Trump, c'est un fasciste, je ne veux pas utiliser ça, etc. » On arrive sur un nouveau paradigme, là. C'est-à-dire que là, c'est tout n'importe qui va lancer son même coin, ça va être du grand n'importe quoi. Hop, Cuba qui lance son propre meme coin. Alors, on ne sait pas si c'est vraiment un hack ou pas. En tout cas, ils en ont lancé 3 d'affilée qu'ils ont rug. Je ne sais pas combien de millions ils ont pris, mais je crois que c'était pas non plus énorme. Il y a un market cap qui est monté à 29 millions, etc. Mais donc, c'était pas un scam? C'était vrai? On ne sait pas trop parce qu'ils n'ont pas communiqué. Ils ont réouvert le compte. On sait même pas. On sait même pas. Ils ont rien dit encore pour le moment. Après, tu as celui-là aussi, le cofondateur de
d'une asso pro-Trump qui a surfé sur la vague TikTok et qui a dit « Oh, mais je savais pas trop comment utiliser les crypto-monnaies, j'ai tout vendu sans faire exprès. » Il a fait quelques millions, je crois, lui aussi. Donc là, on arrive sur des niveaux où c'est vraiment on arrive sur du grand n'importe quoi, mais bon. Après, ces gens-là, voilà, pour moi, ils méritent d'aller en prison si c'est avéré que c'est volontaire et que là-dessus. Mais on peut pas empêcher les gens d'aller acheter des conneries. Ouais, ça tient les puis on a eu quand même 2 annonces. On a eu Ross Ulbricht, qui est quand même assez intéressante, qui est un personnage très intéressant pour Bitcoin et qui, sans lui, sûrement Bitcoin ne serait pas là aujourd'hui. Et donc, ça envoie quand même un gros signal, je pense, à l'écosystème. Et aussi la news autour de Tornado Cash, qui, je pense aussi, donne pas mal de souffle à tous les procès qui ont été menés par la SEC ces dernières années. Donc ouais, plutôt une bonne chose. Après, il a quand même déjà purgé combien de temps 11 ans, il me semble, 11 ans de prison. Bon. En fait, c'est ça, quand tu compares aux autres sentences que des cas similaires ont pris. Lui, s'est pris deux sentences à perpétuité, plus 40 ans. Ça veut dire qu'il devait passer 40 ans en prison, plus deux fois sa vie, ce qui est complètement un peu ridicule quand on pense au système carcéral des États-Unis. Mais c'est comme ça qu'il fonctionne. Mais quand tu compares à d'autres... SBF, c'est 20, je crois, auquel il a été condamné, il me semble. C'est pas 25, un truc comme ça? Où il y a eu appel et ça a été réduit. Ouais. Mais quand tu compares, tu vois, la différence, combien de personnes est-ce que SBF a impacté, a ruiné la vie comparé à Ross Ouais, bon, après, on va pas rentrer dans le débat, mais bon, à partir de la drogue, ça a certainement ruiné aussi énormément de vies. Hein, oui, sûrement, c'est sûr. Ross Ulbricht a servi d'exemple, de toute façon. À l'époque où c'était l'exemple. Ne faites pas ça, c'est pas bien. Voilà. Donc oui, 11 ou 12 ans de prison, c'est bien. C'est bien déjà, je pense. C'est déjà beaucoup. Et moi, il y avait un sujet que je voulais aborder, et je crois que ça tiendra à cœur à Ozymandias, c'était ce qui se passe un peu sur Ethereum là, en ce moment. Parce que c'est un peu la pagaille, là. Je sais pas si vous avez suivi un petit peu cette affaire. J'ai regardé et je suis très curieux de voir qu'est-ce que tu vas en dire, justement. Alors, qu'est-ce qui s'est passé là dernièrement? Il s'est passé que, ça fait déjà quelques mois que on va dire les holders et la communauté d'Ether râlent un peu parce que le prix de l'Ether ne suit pas, on va dire, la courbe de Bitcoin et se fait éclater par Bitcoin. Et donc, ils commencent à râler, ils essayent de trouver ils essaient de trouver un peu des causes à ça. Et une des causes de ces problématiques-là, c'est le fait que la fondation Ethereum vende une partie de ses Ethers et ne fasse pas assez de marketing pour promouvoir Ethereum auprès du grand public. Donc il y a des choses qui sont en train de changer, notamment le fait que le compte X, je crois, de la fondation Ethereum va commencer à promouvoir d'autres projets, à parler d'autres initiatives qui sont sur Ethereum, etc. Et Vitalik Buterin suggère à la fondation donc, de stacker ses Ethers pour aussi participer à la finance décentralisée. C'est vrai qu'ils ont une quantité d'Ethers assez importante. Si je ne dis pas de bêtises, il leur reste 900 000, je crois, Ethers dans leur trésorerie, dans la trésorerie de la fondation. Et donc là, ils proposent d'en staker, là, c'était 50 000, par exemple, d'aller commencer à faire, ils ont fait un multisig et ont commencé à utiliser leurs 50 000 ETH un petit peu dans la DeFi. Mais il y a un autre sujet derrière tout ça, c'est vraiment autour de la fondation Ethereum. Comment est-ce que les décisions sont prises? Quelle est la stratégie? Il n'y a rien qui est forcément très clair. Et je pense qu'en fait, Vitalik Buterin, il en a un peu plus rien à foutre. C'est-à-dire que lui, il n'est pas attiré par l'argent. Lui, ce qui l'intéresse, c'est la tech. Et donc, lui, ce qu'il veut faire, c'est de la recherche, c'est vraiment développer des trucs ultra pointus qui, au final, l'intéressent assez peu l'écosystème crypto, on va dire, dans sa globalité, qui est plutôt intéressé par les mêmes coins ou, entre guillemets, à faire de l'argent. Et donc, il y a une pression énorme de la part des investisseurs sur la fondation, qui a d'ailleurs mené à la démission d'un core dev très récemment, qui a dit que lui, il abandonnait Ethereum parce que la communauté, que par rapport à pas mal de pression, et il trouvait que voilà, ça devenait un petit peu du grand n'importe quoi, et donc il préférait se mettre un petit peu en retrait là-dessus. Donc ça bouge pas mal là sur la fondation.
Et quand certains... il y a Vitalik aussi qui a pour ambition de faire un peu un conseil d'administration sur la fondation Ethereum. Et donc, il y a eu quelques débats en disant que de toute façon, c'était lui qui nommait pour le moment qui était à la tête de la fondation, etc. Et il y a eu quelques débats autour d'une potentielle, un peu pas prise de pouvoir, mais on va dire monarchie, que c'était un peu le roi et que de toute façon, il faisait un petit peu ce qu'il voulait. Je pense pas que ce soit le cas. Je pense qu'il va nommer un conseil d'administration et que les choses vont un petit peu évoluer. Mais en tout cas, chacun y va de son petit avis, de son petit conseil. On a eu le droit à Justin Sun qui fait des propositions pour que la fondation Ethereum arrête de vendre des Ethers pour payer leurs chercheurs, pour faire des événements, etc. Et donc notre Justin Sun national qui dit que lui, de toute façon, il arrête de vendre tous ses Ethers, il les met en lending sur Aave, qu'avec le yield, qu'il emprunte aussi des stablecoins pour pouvoir payer les gens de la fondation, qui virent tous ceux qui sont inutiles, qu'il arrête de développer sur les L2 et qu'il leur impose des taxes énormes. Et voilà, donc là, c'est quelques solutions, quelques conseils pour améliorer la fondation Ethereum. Donc, à voir ce que ça va donner. Je pense qu'il y a certaines choses qui ne sont pas totalement fausses. Je pense qu'ils auraient pu effectivement trouver des moyens de financer en utilisant justement la DeFi ou autre plutôt que de dump leurs Ethers, même si honnêtement c'est pas parce qu'ils dumpent quelques centaines d'Ethers par-ci par-là que le cours s'en porte plus mal, mais c'est peut-être l'image qui est renvoyée qui est mauvaise là-dessus. Et donc on a effectivement eu la création d'une seconde fondation là par le CEO de Lido. Ça faisait déjà un moment qu'il en parlait. Mais donc voilà, c'est bien qu'il y ait au final d'autres initiatives qui prennent le pas, puisque comme Marius aime bien le dire, si tout tourne autour de Vitalik, c'est très centralisé, donc très dépendant un peu des réactions de Vitalik là-dessus et de ce que Vitalik veut faire. Et donc le fait d'avoir d'autres acteurs qui se positionnent là-dedans, c'est plutôt une bonne chose, je pense. Donc voilà, il y avait Artem effectivement qui disait que ça le faisait penser un peu à ce qui s'est passé dans Cosmos il y a quelques années, des guerres un peu de gouvernance, des discords, etc. Et quand on connaît le futur de Cosmos, on espère que ça ne sera pas le cas pour Ethereum. Oui, je pense que toute cette histoire, ça positif pour Ethereum, parce que ça décrédibilise Vitalik pour une partie de la communauté. Et donc, vu que je trouve qu'il a un peu trop de pouvoir d'influence sur la communauté, je pense que c'est positif sur le long terme. Parce que t'en penses, toi, Koban? Parce que pour moi, Vitalik, il en a pas plus rien à foutre, mais c'est... C'est vrai que vous avez parlé de Cosmos et ça me fait un peu peur quand je vois que ça commence à amener à des débats de gouvernance, de nouvelles fondations. Enfin bref, c'est pas très positif, mais bon, le FUD sur Ethereum, ça fait déjà quelques temps qu'on l'a, et je me dis aussi que ça pourrait être quelque chose qui marquerait le point bas. Il faut voir comment réagissent les prix. Là, pour l'instant, on est clairement en train de creuser, notamment contre Bitcoin, hein, évidemment. La paire ETH-BTC, elle est vraiment en train d'essayer de trouver du pétrole. Contre le dollar, c'est pas si mal, mais bon, on n'est pas très loin des supports, donc il faut voir comment ça se passe. Mais c'est vrai que tout ce qui se passe, tous les débats qu'il y a autour d'Ethereum sont à la fois positifs parce que ça a amené probablement du changement, et on espère que ce soit un changement qui soit bénéfique pour le projet au long terme. Mais voilà, c'est pas rassurant quant à une reprise rapide du côté action des prix sur Ethereum. Il y a Jurek qui met... c'est clair que les L2 ne payent pas assez de fees, le ratio est trop grand. Oui, c'est vrai que les L2 ne payent pas énormément de fees. Bon, là, Justinson, il disait augmenter ça à 5 milliards. Et je regardais là ce que payent actuellement les L2 en fees à Ethereum. On est plutôt sur 30 à 40 millions à l'année, ce qui est pas énorme et ce qui normalement devrait augmenter au fur et à mesure. Mais ça a beaucoup baissé en fait suite à la mise à jour, donc qui a permis de faire baisser énormément les frais sur les layers 2. Et là, progressivement, ça remonte, parce qu'il y a de plus en plus de L2 qui se lancent, donc il y a une compétition qui se met en place. Donc on a Base qui, sur les 30 derniers jours, paye quand même 2 millions de frais à Ethereum, mais ça reste tellement moins que ce qu'ils payaient avant, que faudra voir un petit peu comment est-ce que ça va évoluer.
Mais est-ce que Ethereum... Enfin, toute l'idée, c'est d'essayer de faire repasser Ethereum déflationniste, quoi. J'avais une question pour toi, Koban ou Robin. Je ne sais pas si vous avez déjà stake, fait un nœud validateur Ethereum, pour savoir combien de frais vous payez en moyenne pour staker, genre la transaction de staking. Koban, je te laisse répondre. Alors, j'ai jamais directement stake des Ethereum sur les validateurs. C'est en général par du Lido ou autre. Ok. Parce que hier, j'avais un débat sur le staking d'Ether qui pourrait repasser passer à 1 Ether. Et je me dis, si quelqu'un stake 1 Ether, mais que son reward annuel passe en frais de transaction, je pense qu'il n'y a pas forcément d'incentive à le faire. Et donc, cette limite à 1 Ether serait un peu du vent. Mais à voir, je ne sais pas combien ça coûte. Donc,